De la même manière aussi, c'est de ranger les stylos par couleur dans un certain ordre, il faut pas y toucher. Les vêtements par couleur, par saison, il faut pas y Oui, toucher. c'est moi ça, totalement. Ou ma mère, les stylos derrière, ils Ah sont mais je rangés comme ça. regardais, mais il y a un paquet de stylos. Bon, ta mère, c'est une artiste aussi, mais alors ça rigole pas, hein. Et il y en a partout. Mais est-ce que quand tu fais ça, tu sais à quoi ça correspond ou c'est un de tes programmes automatiques? Non, c'est un de mes programmes automatiques, je m'en rends presque jamais compte en fait. Pour moi, c'est normal, c'est comme manger, manger le dîner, bah, c'est moi je range mes stylos par couleur. À ma connaissance, toutes les personnes autistes font ça pour les mêmes raisons que la nourriture, que besoin d'ordre et de pas perturber le cerveau et surtout, faut rien ranger, faut rien toucher, faut laisser les choses comme elles sont. J'en avais parlé un peu tout à l'heure, mais comment tu gères euh, ton corps pour aider l'autisme? Mathilde, tu vois, alors, elle en parlait, elle a trouvé des stratégies pour avoir une gestion physique, physiologique ou des rituels invisibles en public. Et puis elle disait après, il faut pas que tu viennes chez moi parce que chez moi c'est un peu le bazar. Après je me lâche, donc mon corps il part dans tous les sens et je le laisse se déployer, ce qui peut être perturbant en public. T'as des stratégies comme ça et je pense que ça dépend des personnes qui ont d'autisme, hein, la gestion du corps, mais en général c'est un sujet où le corps vient en ressources pour stabiliser ou libérer ou compenser ou décompenser le cerveau. J'en fais à longueur de journée. Ah oui? Euh, Bah vraiment ça me permet encore une fois de me vider la tête. Mais ça peut être donc c'est plusieurs sports, hein. Je fais de la marche, du pilates, de la danse. Alors ça peut être de la danse en mode un petit peu freestyle. Je fais ce Ah, que je veux super. en écoutant de la musique. Ou mon entraînement de danse classique. Alors ça, comme c'est du sport plus mon intérêt restreint, ma grosse passion, là, c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment ce que j'aime le plus. Passer, ouais, c'est vraiment ça qui me permet à mon corps de me sentir, euh, de me sentir bien et d'évacuer toutes les énergies mauvaises qui m'envahissent au cours de la journée. Il y a un vrai enjeu sur le corps, hein, je pense, et plus les filles ou les femmes que les hommes comme outil de stabilisation, outil perturbant et aussi outil de stabilisation. Euh, Est-ce que ton corps il a besoin de bouger les mains, les doigts, machin, les oreilles, les pieds, Ah oui, indépendamment de la volonté? à longueur de journée, c'est vraiment ça que là depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger mes mains, mes J'imagine bien. jambes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est À, très rare quand je reste droite comme ça. Souvent, c'est des gestes un peu fous aussi. J'arrive, je marche et d'un seul coup, je m'arrête. Je fais des aiguilles avec mes bras, je danse. Et c'est vraiment tout le temps. dans ces cas-là, c'est toi qui décides ou c'est ton corps qui gère tout seul les mouvements? Non, je dirais que bon, c'est un peu des deux. Euh, mais généralement, quand je suis en train de faire autre chose, là par exemple, quand je bouge mes mains et c'est vraiment mon corps qui décide ce qu'il veut, quoi. À quoi ça lui sert à ton corps ou à ton cerveau que tu bouges les mains? Tu sais ou pas? Ça, je sais pas vraiment.
Je pense que c'est peut-être mon TDAH qui a besoin de faire un truc pour lui. Et peut-être aussi que ça m'aide à m'ancrer un peu dans l'instant présent. Le fait de sentir que je bouge, tout ça, ça m'aide à me Ben concentrer oui, d'un. à te concentrer, à être connecté. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que ça t'apaise? Tu vois, moi, ça, c'est des balles de massage de stress. Alors, ça existe aussi spécifique pour les autistes, mais ça peut être une manière de gérer l'énergie. Oui, je T'as pense que ça? ça joue aussi. Après, parfois, le fait que je bouge tellement que ça me stresse encore plus. Ça dépend des situations, mais généralement, ça permet de vraiment évacuer mon trop-plein d'énergie. De te réguler. Si tu bouges pas, il se passe quoi? C'est-à-dire ce qu'était la contrainte de l'école où on te demande de rester statique sur une chaise. Qu'est-ce que ça va produire chez toi? Tu sais? Alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je sais pas trop ce que ça pourrait me faire, mais je pense que mon esprit, en fait, comme j'aurais plus mon TDAH qui est là en train bouger avec mon corps, ce serait mon esprit qui partirait un petit peu dans tous les sens, qui sortirait de sur ce quoi j'étais concentrée et qui partirait vraiment penser tout et n'importe quoi. Ah ouais. En fait, ça te permet de te réaligner, de te raciner pour pas que ton esprit se barre. Et donc, faut Ouais, c'est mobiliser ça, le corps pour continuer à être présente. tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait découvrir là, je suis sur ton deuxième livre, mais l'adolescence, qui est en fait une période de transition. Alors, en général, les enfants HPI font pas de crise d'adolescence, donc ils naissent, ils sont déjà vieux. Et il faut vieillir un peu pour rajeunir. Mais donc les rythmes sont pas du tout les mêmes. Mais l'arrivée dans cette période-là qui est quand même, moi j'aime pas l'adolescence, ça bouge trop, c'est pénible. Je suis né, j'étais déjà très très vieux. Mais ça fait tout n'importe quoi, ça fait du bruit, ça bouge partout. Moi j'ai horreur de ça. Euh, c'est mes limites, hein. Mais pour toi, qu'est-ce que ça te fait découvrir d'intéressant, de pas intéressant, au-delà du cliché, hein, parce que en fait, tu vas traverser des âges avec tes systèmes, avec ta sagesse, avec le contrôle que tu fais de tout ça. Puis de toute façon, il y a des choses qui sont assez structurelles. Tout va pas s'en aller, mais tu vas prendre de plus en plus de pouvoir et d'autonomie avec tout ça. Puis de temps en temps, bah, tu prendras une bague sur la tête comme on peut le faire, mais ça sera une vague, ça sera pas une tornade. Bah, moi, en fait, je dirais que je suis un peu ambivalente parce que d'un côté, je suis, enfin, je me considère, enfin, je pense quand même que je suis assez mature pour les gens de mon âge. Je m'entends, enfin, j'ai très peu de connaissances que j'apprécie qui sont de mon âge parce que je m'entends pas parce qu'on n'est pas de la même. C'est comme si on n'était pas du même âge et qu'il y avait vraiment un décalage. Euh, Exactement. mais mais d'un côté, je suis vraiment. Moi, je me considère comme enfant. Je sais pas pourquoi. Euh, Pardon, j'ai je pas me, con- compris. Tu te considères? je me, je me considère encore comme enfant en fait. Pour moi, je suis enfant jusqu'à ce que j'ai 20 ans, ou alors même tout au long de ma vie en fait. Euh, pour moi, on reste enfant tout au long de sa vie et parce qu'on continue tout le temps d'apprendre, etc. Et ça m'énerve aussi qu'il y ait des codes, par exemple, à partir je sais pas, tel âge, 12 ans, on t'achète plus de jouets, t'as plus le droit de jouer. Moi, j'ai encore des jouets et j'adore mes jouets. Et je trouve ça dommage et insensé aussi qu'à partir de cet âge, on puisse plus jouer, alors que si on aime ça, pourquoi pas, quoi. Et le jeu est un très bon outil pédagogique. Donc c'est vraiment un processus d'apprentissage
à garder, bien sûr. Mais je pense que peut-être les personnes qui ont du TSA, je fais une hypothèse, gardent leur partie enfant plus et mieux que les autres, je pense. Sur la partie enfant et sur la partie jeu qui est quand même très utile. T'as parlé à un moment donné dans tes livres des neurotypiques que t'as étudiés. C'est un sujet, ça. Euh, et ils n'y peuvent rien, et nous non plus. Hein. Moi, je fais pas de racisme, mais quand même, quand on n'est pas issu de la même planète, c'est un problème. Un problème pour les minorités, hein, évidemment. Qu'est-ce qui t'a été compliqué dans les interactions avec ce monde-là? Alors, soit étant plus jeune, soit encore aujourd'hui, avec le monde neurotypique versus le monde atypique. Principalement, c'est le social. Moi, je le ressens beaucoup. Tous les neurotypiques, ils discutent ensemble, ils ont l'air totalement à l'aise, tout ça. Et puis moi, pour moi, ça me semble, enfin, c'est extrêmement difficile de parler, même d'aller acheter, par exemple, un pain au chocolat à la boulangerie. C'est encore très difficile. Et ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment pas inné chez moi, alors que chez les autres, ça paraît totalement inné de parler aux gens comme ça. Par exemple, moi, si je parle à un neurotypique, j'ai dans ma tête, je repense à tout ce que j'ai dit. Je me dis non, t'aurais pas dû dire ça. Cette phrase n'était pas bien tournée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une des principales choses qui est assez qui décale en fait de comparer à moi et aux neurotypiques. Une autre chose aussi, il y a beaucoup de choses que les neurotypiques font et qui sont vraiment énervantes pour moi. Comme par exemple être en retard. Pour moi, l'heure c'est l'heure et vraiment quand quelqu'un est en retard, ça me perturbe vraiment au plus haut point. Et après, ce qui m'a aidé au niveau social quand même, c'est d'aller à la danse classique. Euh, et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer niveau social quand même parce que bah, du coup, j'étais amenée à discuter avec des gens, etc. Donc c'est toujours compliqué et je pense que ça sera toujours comme ça. Mais au moins, je pense que j'ai réussi à mieux cacher le fait que ce soit compliqué de parler avec les autres. Euh, et même en soi, c'est un peu moins compliqué, ça me fatigue un peu moins d'être avec d'autres personnes. En fait, il y a plusieurs sujets. Si tu veux, avec l'âge, on peut sentir de manière plus forte le décalage. Ça ne veut pas dire que c'est plus problématique. Alors la lucidité a un prix au démarrage, mais à l'arrivée, ça peut permettre de faire du tri et de voir aussi dans toutes tes formes de saisonnalité, intérieure ou extérieure, comment tu arbitres les interactions sociales. Euh, sur ce que tu disais, souvent les personnes avec du TSA, elles ont des problèmes pour rentrer dans les discussions et les communications, qui ressemblent plus à des monologues qu'autre chose, hein, très souvent. Et puis un autre sujet dont je parle régulièrement quand je peux, parce que beaucoup de personnes avec TSA le savent pas, et on en a échangé avec Gaëtan parfois pour les personnes qui sont venues ici, c'est qu'une personne avec TSA, elle sait pas quand est-ce qu'elle commence, ni quand est-ce qu'elle finit. J'ai pas trop ce sujet-là avec toi, je l'ai pas eu avec Mathilde. Euh, C'est-à-dire que la personne, en fait, elle est dans son intériorité en train de mouliner. Tu vois, j'en ai discuté hier soir, on dînait avec le docteur Elfer qui est venu sur ma chaîne parce que elle, je lui disais, tu sais, des fois, je cours après toi. Je sais. En fait, tu parles. Alors, je vais demander. Tu t'arrêtes.
Je pense que tu as terminé. Je commence à parler et hop, tu m'entends pas et tu redécolles. Elle me dit oui, ça m'a fait toujours des problèmes. Et Gaëtan, lui, il a besoin qu'on parle pas l'un sur l'autre. Donc, il joue derrière avec ses petites manettes. Et elle me disait hier soir, elle me dit, mais tu sais, j'ai toujours eu ces problèmes-là à l'hôpital. Et elle me dit, mais je t'entends pas. Et elle me dit surtout, j'ai un truc dans la tête, faut que je te le dise tout de suite. Donc en gros, je te piétine un peu. Faut que je te le dise tout de suite, donc faut que ça sorte tout de suite. Et je lui dis, oui, mais tu te rends compte dans les interactions sociales, ça peut être compliqué. Tu as eu ça? Oui, tout à fait. Enfin, en fait, quand j'ai une idée dans la tête, souvent, quand elle arrive, c'est qu'elle va partir très très vite. Donc j'ai un peu D'accord. aussi le truc de devoir la dire au plus vite. Mais après, je suis très 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 timide, donc j'ai du mal à... Souvent, je la laisse partir parce que j'ai du mal, en tout cas avec les personnes que je connais pas trop, les connaissances, parce que j'ai du mal à réaborder la conversation ou à dire que j'avais un truc à dire, etc. Euh, donc généralement, bah, c'est perdu, quoi. Ça, c'est très, très compliqué, hein. Les processus sont pas les mêmes à l'intérieur sur la gestion de l'information, des flux, du monde intérieur et du monde extérieur. Bénédicte, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais faut que ça sorte. Et puis, elle me dit, mais je suis tellement dans mon monde, bah, je t'entends pas forcément. Il y a eu ça un peu aussi avec Eric, mais je l'ai avec beaucoup de personnes avec Eric de Russe, beaucoup de personnes qui ont de l'autisme, et pourtant je prends mille précautions, et c'est tellement une fin qui ressemble à une fin, et en fait c'est pas une fin, et c'est un peu compliqué. Alors je donne parfois une solution, enfin j'aime bien plus les solutions que les problèmes, qu'on utilise en coaching, ou quand je fais des gestions de crise ou des régulations, que les gens sont un peu à cran, même en monde neurotypique, hein. C'est de dire, voilà, vous parlez, et quand vous avez fini de parler, vous dites, j'ai fini. Et l'autre peut reprendre la parole et de dire à l'autre, quand vous avez fini de parler, vous dites, j'ai fini. Ça permet de faciliter les modes communicationnels, mais ça ne résout pas ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, j'ai un truc dans la tête, et si je le dis pas tout de suite, ça va partir. Tout à fait. Euh, Après, moi, ce que je fais parfois, c'est que je me note aussi. Ça peut aider. oui. C'est pour ça que souvent, j'ai un petit bout de papier pas loin de moi parce que c'est la méthode la plus pratique, en tout cas, que j'ai. En fait, ça peut être aidant de dire les choses. Tu gagnes 50% de la charge, c'est de dire, écoutez, j'ai des trucs dans la tête. Quand ça vient vite, ça part vite. Donc j'ai un petit bout de papier, je vais les noter, vous inquiétez pas, et je vous en reparlerai après. Ou de dire, bah, il y a des fois, je suis dans ma tête, je vous entends pas, ça peut arriver. Et les gens souvent sont plutôt bienveillants quand on leur explique avant des systèmes de fonctionnement internes qui ne comprennent pas. Mais donc ça, c'était pour les modes communicationnels, les interactions. Puis très souvent, quand beaucoup de gens parlent, ça nous saoule, quoi. C'est épuisant, hein. Ça fait du bruit. Des fois, j'appelle ça de la pollution sonore. Bon, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça que je le vis. Tout ce brouhaha, c'est insupportable. J'ai mon épaule qui veut se barrer. C'est Hein, t'es d'accord, hein? pour ça que moi, j'ai un casque anti-bruit qui m'aide beaucoup au quotidien parce que vraiment, parfois même, ça peut être des tout petits bruits. Par exemple, le bruit régulier d'un appareil électrique ou quoi, c'est vraiment insupportable et je suis obligée de mettre mon casque. Et aussi, je le prends, par exemple, pour des événements sociaux, des anniversaires ou quoi, je prends toujours mon casque parce que ça m'aide vraiment beaucoup Il est parce que le comment bruit, ton casque? C'est un truc avec deux boules ouais, qui veut dire je vous aime pas? C'est ce que m'ont dit certaines personnes, si tu veux, les personnes autistes, elles disent, ben, pour travailler, si je viens avec les deux boules, ça veut dire j'ai pas envie de vous entendre. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, je vais donner d'autres cas. Je sais plus si je t'en avais parlé quand on en a échangé la première fois. Il y a des petits trucs qui atténuent les bruits forts, euh, qui s'appellent loupe oreille, Loop oreille. Peut-être je le mettrai.
Ça coûte de mémoire dans les 30 euros. Ça s'achète sur Internet. C'est une start-up qui a créé ça pour les adolescents qui vont en boîte de nuit. Donc, tu les as en bleu, en rose, en tout ce que tu veux, en or, en argent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans une boîte. Moi, j'ai ça toujours avec moi. Et tu as toutes les tailles de bouchons parce que c'est toujours un problème. Beaucoup de personnes autistes ont des problèmes avec les casques, mais ils supportent pas les plastiques, supportent pas le contact. Donc là, il y a, y compris, il y a une oreillette en céramique. Et ça fait il y a un petit rond et puis un bouchon et ça peut permettre d'atténuer le bruit. C'est 18 dB le niveau d'atténuation et ça peut permettre une forme d'acceptabilité sociale par rapport aux grosses oreilles. Mais ça dépend des personnes qui ont ça. Mais c'est un vrai Oui, sujet, la question des pollutions sonores. oui, ça peut être une solution parce que c'est vrai que parfois ça peut faire un peu mal poli d'avoir son casque, etc. Mais c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens que moi c'est vraiment pas méchant, c'est juste que ça me consume mon cerveau, quoi. Exactement. Mais regarde peut-être, alors ça descend à 18 dB, je sais pas ton casque à combien il est, mais si tu le mets, ça, de toute façon on entend, mais ça atténue les bruits qui agressent. Et puis j'ai un autre casque étrange aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui me partagent leur solution. C'est un casque et la musique passe par, par les os de la mâchoire. Ça s'appelle Shox, S-H-O-K-Z. Et le casque que j'ai, ça s'appelle Open Run Pro. Et en fait, c'est un truc super léger qui fait que c'est pour les gens qui font du running, tu vois. Donc tu peux aller marcher, faire du vélo, t'entends les voitures parce que c'est pour la sécurité. Et en fait, le casque, t'as la musique qui passe dans la tête et ça te fait un halo de musique qui te protège du monde extérieur. Moi, j'ai toujours ça quand je sors ou je suis très vite agressé à peu près de tout. C'est une bonne idée, peut être une bonne solution. Donc, je donne des stratégies pour tout le monde. C'est un vrai sujet. Les casques, il y en a à tous les prix. Je sais plus ce qu'on m'a donné il y a pas longtemps. Il y a sans doute un des plus chers, c'est Bose, le 35.2 Quiet Comfort ou son concurrent qui fait ça aussi. Enfin, maintenant, il y a un 45.2. Il y a un programme silence, mais c'est pas très convivial quand tu viens avec les deux oreilles de Mickey. C'est d'avoir des stratégies. Alors, le Bose, il coûte un peu cher. Shox, il doit être plein pot avant les promos à 180 euros. Bose, ça doit être dans les 300-350 euros. Loupe oreille, c'est 30 euros. J'ai d'autres types de casques que j'ai trouvé sur des sites pour autistes, de petits bouchons qui existent. C'est régulièrement, je détecte de personnes qui ont de l'autisme que j'envoie évidemment vers des professionnels pour poursuivre la détection. Mais il y en a beaucoup qui n'anticipent pas, en fait, qui se laissent traumatiser par le bruit, sans envisager qu'il puisse y avoir des ressources pour ça. Parce que ça bouffe le cerveau, hein, ça bouffe des barres sur la batterie. Hein. Ouais, c'est vrai que franchement, moi, ça me fatigue très vite. Le bruit, c'est une des choses qui me fatigue le plus vite, en fait. En général, oui, et ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes qui ont de l'autisme, c'est un peu comme les chauves-souris ou les dauphins, elles entendent les infrasons. Ils entendent, quelqu'un une fois m'a dit, je rentre dans une maison, j'entends le bruit de tous les radiateurs, le micro-ondes. Je monte dans un immeuble, j'entends tout ce qui se passe 6 étages en dessous. Des trucs inconcevables. J'entends le tic-tac d'une montre sur les gens. Ouais, c'est comme ça aussi que je le ressens. Souvent, j'entends des bruits, des bruits continus. On ne sait même pas ce que c'est, en fait. Mais personne l'entend, sauf moi. Et du coup, voilà. Je suis obligée de mettre mon casque. Et parfois, même avec mon casque, je l'entends encore. Donc là, vraiment, je suis obligée de partir dehors, parfois même. Ça,
Ça, c'est super important. Enfin, moi, j'essaie de donner de l'information, y compris pour les gens qui n'ont pas ça. Ils n'y croient pas. Tu peux être autiste et tu dis voilà, j'entends tout ça, et j'en dis non, c'est pas possible, tu peux pas entendre là. Si, si, j'entends là. On peut entendre des bruits très très loin que les gens n'entendent pas. C'est très fréquent. C'est très fréquent dans le monde de l'autisme. C'est étrange, hein, toutes ces dispositions, capacités, mais ce sont aussi des vulnérabilités. Hein. Ça bouffe une énergie énorme, tout ça. Tout à fait. Et sur la question du contact, parce que selon les personnes autistes, globalement, faut pas les toucher. Et selon les effondrements ou les moments, il vaut mieux leur demander avant. Parfois, la solution, c'est de les prendre dans les bras et de pas parler. Parfois, la solution, c'est de rien faire, pas les toucher, pas parler. Et on en avait un peu parlé avec Esther. T'as les clés pour toi? Bah ça, ouais, c'est un peu compliqué parce que souvent c'est en crise, moi, que j'ai besoin de soit de pas me toucher, soit de devoir me serrer ou quoi. Et généralement, j'arrive pas trop à parler quand je suis en crise, donc c'est vraiment compliqué. Ou alors il faut que je l'écrive, mais c'est encore un peu fastidieux pour quelqu'un en train de faire une crise. Donc en plus, c'est vrai que pour les autres, c'est aussi compliqué à comprendre. Mais généralement, je pense que la meilleure chose, ce serait de pas toucher la personne. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Euh, ou alors vraiment d'établir un geste, peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être que ce que je devrais faire. Par exemple, si on a envie qu'on nous fasse un gros câlin serrant, on fait le pouce en l'air ou quelque chose dans le genre. Ouais. Mais en tout cas, il faut demander avant de toucher un autiste parce que ça va être dangereux, hein. Ah ben moi, je pourrais frapper quelqu'un. J'ai un copain, Tout il à fait fait. des câlins et sa femme lui dit fais gaffe, et il dit tu vas prendre une grosse tarte. Surtout, il vient par derrière, tu vois, c'est un truc de fou. Mais je lui dis mais ta vie est en danger, hein. Quand Et les enfants c'est... étaient, quand les enfants étaient petits, je crois que j'en ai jamais parlé, il venait par derrière, mais il me rentrait dedans. C'était d'une violence incompréhensible. Faut pas me toucher à moins d'1 kilomètre, tu vois, à peu près. C'est vrai. Ah, tu vois, c'est bien ça. Et surtout pas parler, en fait, parce que parler, ça bouffe de la data, ça bouffe encore des barrettes. Pas parler, pas toucher. Et après, si c'est touché, c'est pas n'importe comment. C'est pas, il y a une personne autiste, il y a pas longtemps, il y a 8-10 jours, elle me disait, mais moi, juste, on m'effleure la main, c'est de la destruction. C'est insupportable. Pas d'effleurement, pas toucher n'importe comment, pas n'importe qui. J'ai vu des mamans pour leur enfant autiste petit, elles pouvaient pas faire de câlin, interdit. Il Ah y ouais, a vraiment des codes. Et comme tu dis, enfin pour moi en général, la règle c'est demander à l'enfant, demander à la personne quels sont les codes, quelles sont les règles. oui, ouais, c'est la meilleure solution, clairement. Et si c'est un câlin, j'imagine que c'est un câlin d'une certaine manière dans lequel tu es entouré et il y a des gestes qu'il faut pas faire. Oui, c'est ça. Pas de câlin à l'arrière, par exemple. En tout cas, pour moi, c'est ce que je préfère. Sinon, c'est un peu imprévu. Mais Exactement. ce que je préfère, c'est les câlins vraiment bien entourants, bien serrants. D'ailleurs, j'ai un nounours qui me permet avec des grands bras, qui me permet de m'entourer en fait, et ça me rassure beaucoup aussi. Donc, je pense que c'est le meilleur type de câlin pour un autiste. Aurélie, qui est ma responsable formation, qui est venue sur ma chaîne aussi, elle s'est acheté un espèce de gros pouf. Je sais pas comment ça s'appelle. Et quand elle est en situation difficile, elle se met dedans et le pouf lui sert de bulle. Oui, je vois quel genre de pouf. Et c'est vrai que c'est rassurant de se sentir entouré. Moi, par exemple, j'ai un casque, c'est un casque pour écouter de la musique, hein, il n'est pas du tout silencieux. Mais j'aime bien parfois l'avoir sur ma tête juste pour sentir quelque chose qui m'entoure.
et pour me sentir un peu isolée, même si le casque, il étouffe pas du tout les bruits, hein, mais c'est juste, ouais, pour avoir Ouais, quelque chose. est-ce que tu fais le même lien de ce que tu viens de dire avec le fait de dormir avec un drap, une couverture lestée, un sweat, une capuche, même en plein été? Mais tout à fait, moi je dors avec une couette lestée toutes les nuits, 7 kilos, donc c'est quand même assez lourd. Mais moi, c'est vraiment, je suis incapable de dormir sans, ou alors sans, c'est je prends plus de temps à m'endormir en fait et j'ai vraiment besoin de poids quand je dors. C'est impossible pour moi de dormir sans poids sur moi. Mais en fait, c'est la même chose que le casque. Le poids, c'est une manière d'avoir les Oui, contours du corps pour pas que le corps parte en vrille. tout à fait. Aussi, quand je dors, j'ai toujours quelque chose dans mon cou, j'ai toujours une couverture ou quoi, parce que sinon, ça me perturbe et ça, en fait, ça me rassure d'avoir quelque chose dans mon cou. Bah, j'espère que tout ça, ça va aider plein de jeunes sur, indépendamment du problème, ce qu'on fait là, c'est de trouver des solutions. C'est pas parfait, mais au moins de limiter toutes les zones d'irritabilité, de perturbation, et surtout de s'écouter. Ces choses-là, tu les as découvertes, tu les as apprises de ce qui t'aide là, parce que tu as beaucoup étudié Et- le sujet quand même. Bah oui, en effet. J'ai vraiment beaucoup recherché de parfois j'étais en fait j'ai testé, je pense que la meilleure chose à faire c'est de tester tout plein de choses, tout plein de techniques, rechercher toutes les techniques possibles et tout tester, c'est la meilleure manière de trouver vraiment quelque chose qui fonctionne. Et généralement aussi, moi, je fais beaucoup de choses instinctivement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a pas longtemps, je m'étais pas rendu compte que d'avoir mon casque à musique sur ma tête, en fait, ça me permettait juste de me sentir bien entourée. Et moi, généralement, voilà, mes solutions, je les fais inconsciemment. C'est-à-dire, c'est ton corps qui le fait à l'insu de ton plein gré. Oui, c'est ça. Bah, c'est une bonne idée, hein. C'est-à-dire de le laisser un peu trouver des solutions et puis de capitaliser sur les solutions qui fonctionnent pour toi, peut-être pas pour d'autres, mais surtout de comprendre que tout ça a un sens. C'est surtout ça qui est important. Tout ça Oui, a un sens. C'est pas une fantaisie, c'est pas une lubie, c'est un besoin absolu de la structure euh, cognitive ou développementale. Enfin, c'est un fonctionnement, comme tu l'as justement expliqué. C'est pas une maladie, c'est un oui, fonctionnement. Et tout à est-ce que fait. sur ces difficultés aussi, tu as ce qui est assez fréquent, voire très fréquent, voire très beaucoup fréquent, le fait dans ton assiette de séparer tous les ingrédients, les couleurs et les textures? Je m'en étais vraiment pas rendu compte jusqu'à ce que vous m'en parliez là, vraiment, mais c'est vrai que je le fais presque tous les jours. Je sépare, j'aime beaucoup faire avec ma fourchette des traits entre, par exemple, j'ai du riz, des haricots et du poulet. Bah, je sépare bien également. Je fais tout le tour de mon assiette de façon bien alignée. Il faut qu'il n'y ait aucun bout qui dépasse et je le fais très souvent et je viens seulement de me rendre compte. C'est ça, en fait, c'est c'est pas une question esthétique. En fait, il peut y avoir des personnes HPI qui le font pour des raisons esthétiques. Le TSA, en fait, c'est pour que le cerveau puisse traiter chaque couleur et chaque texture. Pour certaines personnes, il y en a qui mangent que du blanc, que du jaune. Il y en a qui mangent pas certaines couleurs. Il y en a qui mangent préférentiellement certaines couleurs. T'as ce sujet ou pas de la couleur? Non, pas forcément. En tout cas, je l'ai pas remarqué parce que ça se peut parfois que j'ai des choses que je remarque pas, comme par exemple le fait de trier la nourriture. Mais j'ai un cousin, moi, qui mange, enfin, qui préfère manger en tout cas que du blanc et vraiment, C'est ça. c'est pour lui, c'est que ça, quoi. Donc, il est concerné par le sujet. Oui. Et normalement, ce qu'il y a aussi, c'est pas aimer les sauces, le gras, le spongieux, certaines textures, des fruits de mer ou de choses comme ça.
Moi, il y a certaines textures, par exemple, l'emballage, les galettes de riz des rouleaux de printemps. Moi, c'est impossible. En fait, c'est tellement visqueux et compliqué à mâcher, et je ne peux pas tout simplement manger. Mais c'est ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est important pour les personnes, c'est qu'elles sachent en fait à quoi ça correspond. Donc, ça peut être du visqueux, du gras, des Ouais. textures, certaines couleurs, des trucs improbables. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, tout ce qui ressemble à rien, je peux pas. Faut que je comprenne ce qu'il y a dedans. Faut que ça soit très compartimenté. Pas des fruits de mer, pas des fois certaines odeurs. J'ai découvert aussi, mais c'est moins prégnant, mais c'est revenu assez régulièrement, certains fruits qui ont du poil, des poils de certains fruits, certaines textures de pêche ou de choses comme ça. Moi, j'ai pas ça, mais oui, je comprends totalement parce que parfois ça me perturbe, mais en tout cas, je peux en manger, mais oui, ça me perturbe parfois certaines choses dans ce genre. Est-ce que tu as déjà essayé dans tes apprentissages de fluidité et de dextérité de mélanger de manger deux ingrédients en même temps? Euh, oui, oui, j'ai déjà fait ça, je pense. Ça peut être une manière d'apprivoiser, d'appréhender aussi le cerveau tout en respectant ses besoins ou ses envies et de voir en fait où est-ce que ça bug parce que j'ai entendu des choses vraiment très inégales, des personnes qui ont de l'autisme qui arrivent à manger deux ingrédients mélangés ou des personnes qui me disent je peux manger deux ingrédients mais je les rentre séparément dans la bouche. C'est incroyable, c'est vraiment, tu vois, des trucs super précis, hein. Mm, tout à fait. Ah, il y a un truc que je fais que je viens de réaliser, c'est je mange toujours la chose que je préfère en dernier. C'est une règle chez moi. Je suis incapable Oui. de faire l'inverse et c'est toujours comme ça. Donc je sais Et pas ben si ça, c'est lié. si c'est je l'ai entendu très souvent. Je peux pas te dire si c'est lié, mais en termes de je trouve pas le mot. J'en ferai pas une caractéristique en soi, mais j'ai très 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 souvent entendu ça, de garder le meilleur pour la fin. Et Moi, je c'est pense que ça correspond à un traitement du cerveau dans ce qu'il reçoit, ou alors il se fait plaisir, il se fait un cadeau sur la gestion de la nourriture. C'est souvent un sujet compliqué, la nourriture. De pas manger certaines choses, enfin, selon les personnes, hein, et surtout, il faut respecter ça. Faut pas oui. brutaliser le cerveau, hein, du tout. Mais oui, oui, c'est très fréquent ça. Il y a en plus un ordre. Il y a un ordre partout. Mais sur la question de l'ordre qu'on peut trouver commun, TSA et HPI, tu vois, c'est le fait, je te donne un exemple, un truc bizarre. J'ai plein de trucs. J'ai fait pendant, je sais pas, 30 ans. Je le fais plus, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, mon corps ne le fait plus, je sais pas pourquoi. Et mon corps marchait sur des carreaux de carrelage, au milieu des carreaux sans toucher les bords, sur les bords des carreaux sans toucher le milieu. Mais ça a dû durer 30 ans. Il y a des gens plutôt avec l'autisme qui vont regarder les parquets, qui vont compter le nombre de lames, qui vont compter les angles droits des parquets, des planches, des carreaux, des tapisseries, d'être happé par des éléments structurants dans l'environnement. Même moi, j'ai ça aussi avec les carreaux de carrelage, de marcher tout le temps au milieu. Je pense que tout Maintenant, le monde ne le fait pas, mais je pense que ce qui est très fréquent, tu vois, c'est d'être happé par des éléments structurants et ça correspond à un besoin du cerveau et d'ordre. oui. Ah oui, et de la même manière aussi, c'est de ranger les stylos par couleur dans un certain ordre, il faut pas y toucher. Les vêtements par couleur, par saison, il faut pas y Oui, toucher. c'est moi ça, totalement. Ou ma mère, les stylos derrière.
Ils Ah sont mais je rangés comme ça. regardais, mais il y a un paquet de stylos. Bon, ta mère, c'est une artiste aussi, mais alors, ça rigole pas, hein. Et il y en a partout. Mais est-ce que quand tu fais ça, tu sais à quoi ça correspond ou c'est un de tes programmes automatiques? Non, c'est un de mes programmes automatiques, je m'en rends presque jamais compte en fait. Pour moi, c'est normal, c'est comme manger, manger le dîner, bah, c'est moi je range mes stylos par couleur. À ma connaissance, toutes les personnes autistes font ça pour les mêmes raisons que la nourriture, que besoin d'ordre et de pas perturber le cerveau et surtout, faut rien ranger, faut rien toucher, faut laisser les choses comme elles sont. C'est quoi la suite de ta vie pour l'instant? T'as des idées de ce que tu Pas veux trop. faire ou de ce que tu vas faire? Alors, ton roman, il sort quand en fait? Pardon, je te coupe. Alors mon roman, alors c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas commencé par écrire le tome 1, pas très pratique, mais j'ai commencé le tome, enfin le tome que j'ai fini actuellement, c'est le tome 3. Donc il va falloir encore du temps pour que mon roman sorte, je pense, oui, beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je relise celui-là, que j'écrive le premier tome, que je l'illustre, etc. Mais en tout cas, pour le moment, on continue l'instruction en famille. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être écrivaine, potentiellement être danseuse classique ou enseigner la danse classique. Mais je me préfère me laisser porter un petit peu. C'est bizarre d'ailleurs, je suis pas très organisatrice de ce côté-là, mais pour le futur, je préfère me laisser porter et j'ai confiance en fait en ce qui va arriver. Mais tu as beaucoup de ressources, c'est une belle leçon hein, que tu donnes, parce que quand même, c'est techno de gérer tout ce bazar-là avec des systèmes qui sont pas d'accord entre eux tous les jours, et que tu gardes de l'espoir. C'est ça qui est, je trouve, important. Donc, la danse, si tu peux faire, et puis, tu sais, de manière générale, si on peut avoir plusieurs métiers, ça peut être sympa aussi pour s'amuser. Qu'est-ce qui fait que tu as fait le tome 3 avant le tome 1? Alors, j'ai commencé le tome 1 il y a très longtemps, je crois que je devais avoir 9 ans, mais ça m'a pas plu. Donc, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai recommencé. Ensuite, j'ai re-arrêté. J'ai construit le projet, c'est-à-dire que j'ai construit mes personnages un petit peu plus. J'ai élaboré le fait que ce soit plusieurs tomes, donc un tome par saison. Euh, euh, Ensuite, j'ai recommencé et j'ai tout effacé parce que ça me plaisait pas. Et puis, j'ai commencé le tome, celui sur l'été, que j'ai Ah, ensuite arrêté. Et ensuite, j'ai commencé celui qui est actuellement terminé. Donc, celui-là, je m'y suis tenue parce que je sentais que c'était le bon moment et j'avais vraiment de l'inspiration. Et donc, voilà, c'est le tome, ouais, le tome 3. Et le, pardon? il fait 500 pages, donc j'ai quand même mis du temps à l'écrire. Un an. Ah ouais, 500 pages. Mm. T'approches la thèse de doctorat. Euh, tes saisons, elles vont parler de choses dont on a échangé, du TSA, Non, pas du de HPI ou autre chose. tout. C'est l'histoire d'une famille, donc c'est la famille Montement, et c'est 4 enfants qui vivent des aventures au fil des saisons. Donc c'est un livre destiné pour enfants, mais j'estime que tout le monde peut le lire parce que c'est vraiment tout public. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette famille qui vit des petites aventures, qui c'est un petit peu inspiré finalement de ma vie en fait quand je me rends compte. Vie paisible à la campagne avec des petites anecdotes, etc. Avec beaucoup d'animaux et des aventures. Donc voilà. Euh,
t'as tenu pratiquement 2 heures alors que tu doutais de la gestion de ton énergie. Ça va là? Ouais, ça va. Bon, je suis Est-ce un peu que fatiguée. pardon? Je suis un peu fatiguée, mais ça va encore. Bah, on va atterrir si tu veux, comme ça tu vas pouvoir garder de l'énergie. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses que tu voudrais partager, soit avec des jeunes, parce que tu vois, ton témoignage, il est magnifique à la fois dans les épreuves que tu traverses, de la manière dont tu les traverses, des ressources que tu trouves, parce que ça, c'est super important. Donc, soit pour les jeunes, soit pour les parents. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de leur dire? Parce que j'en ai parlé au début, tu fais des interventions, les psys, les neuropsys, tu as des gens qui sont intéressés, des professionnels, par ton témoignage. Tu fais des témoignages en public, c'est ça, hein, tu fais des Oui, interventions. tout à fait. Est-ce qu'il y a, ce qui est quand même, tu parlais de ta maturité, tu as une vraie maturité, hein, tu as 20 ans au moins. Pour parler de ça, le faire au public, ce qui est pas gagné pour quelqu'un qui a du TSA, et de le faire quand même, et de le faire avec toute la qualité dont tu présentes les choses, de ton intelligence, de ta structure de langage, et comment tu expliques ça, qui parle aussi de ton intériorité, donc tu dois être un peu partout à la fois. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter, peut-être que je suis pas allé chercher, et qui serait utile pour les gens et pour les jeunes? Je pense le fait de suivre ses passions, je trouve ça très important. Suivre un peu son instinct aussi là-dessus. Euh, Vraiment d'avoir confiance en ça et d'approfondir ses passions et aussi de pas avoir peur entre guillemets de ses bizarreries. Assumer, c'est comme ça et puis c'est aussi génial, comme je l'explique dans mon livre. D'avoir toutes ces bizarreries parce que ça, au moins on est différent des autres et on voit le monde différemment, donc on peut apporter différents points de vue, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est très important de suivre ses passions et de rester qui on est parce que ne pas se modifier pour être se conformer au monde des neurotypiques, parce que nous aussi on est là et on a le droit d'être là et de parler en fait. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc, en fait, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que il faut pas gommer les passions, c'est un peu un fil rouge Voilà, c'est ça. ou une colonne vertébrale qui permet de rester debout, euh, Exactement. d'assumer la différence dans un pays où effectivement c'est compliqué par rapport à d'autres pays ou d'autres cultures d'être différent. Il y a des cultures beaucoup plus tolérantes, que de toute façon tout le monde s'en fout, hein, à l'arrivée, de toute façon, Voilà. selon tout le monde s'en fiche complètement. Mais de bien garder l'élan vital, parce que la passion, c'est ton élan vital, Ouais, et exactement. l'instinct, c'est-à-dire comment le corps essaie de nous aider à trouver des solutions. Voilà. Vraiment, c'est les choses pour moi les plus importantes pour nous aider en tout cas. Ben, je te remercie beaucoup, Lily Rose. C'est un beau voyage. Tu fais ça, t'es passionnée, t'es passionnante. Et je trouve que tu vois, t'as un beau témoignage de l'espoir. Il y a des gens qui doutent quand on leur parle ou qui ont le diagnostic. Tu dis le diagnostic, moi, il m'a apaisé, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Pour un certain nombre de personnes, ça change beaucoup de choses. Voire, il y en a qui s'effondrent, tu vois, et qui disent, ben, j'ai de l'autisme, c'est comme si j'avais un cancer. Non, mais de toute façon, l'autisme, il démarre pas au diagnostic. C'est-à-dire les emmerdements, les a avant, en fait. En vrai. Peut-être aussi, ce que tu as dit, c'est tout à l'heure, c'est faut vraiment être bien entouré. Vraiment. Exactement. Bien entouré. Ça, c'est Très pas important. gagné. Ouais. Il y a des professionnels vraiment très bien. Il faut trouver des professionnels qui connaissent bien le sujet, mais qui connaissent bien le sujet, comme dans ton cas ou le mien ou d'autres, c'est qu'il faut connaître le sujet de HPI, du TSA en même temps, du TDA en même temps, des 10 parfois en même temps, de cyclothymie pour toi en même temps.
pour pas raconter trop de conneries quand même, et être un peu respectueux et comprendre ce que la personne vit. C'est de l'équilibrisme en permanence, en fait, ce que tu vis. Tout à fait. Et tu fais ça avec un beau sourire. Mais tu vois, comme Mathilde a sa manière qui masque beaucoup de choses, c'est un courage exceptionnel de porter tout ça. Tu as bien raison, faut garder la différence. Hein. Vraiment. Parce que aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à trop gommer la différence et à tous vouloir être pareil, alors que c'est magnifique, je trouve, d'être différent. Est-ce que j'ai une autre question? Normalement, je devrais atterrir, mais j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que le fait d'être une fille, ça change quelque chose pour toi versus un garçon? Oui, je pense parce que même si au final on est tous les mêmes, je pense qu'on a plus de sensibilité. Euh, Enfin, en tout cas moi, mais je pense que c'est pour tout le monde que les filles sont plus sensibles Mm. et plus sujettes à l'anxiété, en tout cas, je trouve. Ouais. Et enfin, c'est les principales choses qui, qui changent, je pense. Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec ta maman et l'école à la maison, parce que en plus, parler temps qui court, c'est un sujet compliqué. Et puis comment elle voit, elle voit le personnage que tu es, auquel elle a contribué, et comment elle s'est organisée pour faire l'école à la maison et comment l'aventure s'est faite. Et puis on verra aussi ce qu'elle a fait dans le livre qui parle aussi de ça. Ça te va? Tout à fait. Tu nous donneras des nouvelles du roman? Oui. Beaucoup de personnes attendent hein, avec impatience. Ah bah, j'espère bien. Hein. Euh, bah, vous voyez, c'est magnifique de garder de l'espoir, de garder de l'espoir avec des jeunes, pour donner de l'espoir aux jeunes et donner de l'espoir aux parents. Bien sûr que on a tous des trajectoires différentes. Bien sûr que c'est parfois quelque chose à prendre en compte, ces différents spectres. Et aussi, c'est quelque chose à prendre en charge. Dans le prolongement de l'interview qu'on a eu avec Marianne Bélanger, vous voyez comment cette double, triple, multi-exceptionnalité font un bazar incroyable. Et on ne peut pas aborder un sujet en ignorant les autres. C'est juste pas possible. Ce qui est malheureusement le problème d'un certain nombre de personnes ne connaissant que soit le HPI, soit le TSA, soit le TDAH, ou que la cyclothymie et ignore les autres. Évidemment que l'ensemble de ces spectres se potentialisent, se neutralisent, se font conflit intérieur, se compensent, se décompensent. On passe encore sur un autre niveau de complexité. Déjà, chaque spectre est complexe, mais là, on est dans la complexité de complexité. Mais je pense qu'il faut garder espoir avec, en apprenant en fait le solfège et la grammaire de chaque langue, pour essayer d'éviter au maximum les conflits à l'intérieur des personnes. Comme l'a dit Lily Rose, il faut essayer de voir un peu tous les personnages et quels sont les personnages qui se pointent chaque jour, parce que les ressources sont pas du tout les mêmes, pour au moins être en paix avec soi-même le plus et le mieux possible. Expliciter pour les gens de bonne volonté, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont structurels, mais on a quand même la main pour corriger un certain nombre de choses. Ou quoi, comment, je ne sais pas répondre, c'est trop personnel, il y a trop de paramètres, de force, de volonté, d'éducation, d'environnement, de génétique aussi, mais ça sont des sujets qu'on avait abordés avec le docteur Elfer, parce que évidemment qu'il peut y avoir, les questions de santé sont pas du tout les mêmes. On l'a pas abordé là, mais c'est un vrai sujet sur ce polyspectre. Voilà, on va continuer avec Dorothée pour voir l'autre côté
l'autre côté de l'aventure.